Très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Alors, je suis psychiatre avec une formation lyonnaise de l'époque d'anciens remarqués, remarquables, Cottereau, Guyotat, Marie Cardine. Et puis, je suis parti 3 ans dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, au CHS de Nouville, où j'ai eu une belle expérience ethnopsychiatrique. Et après, j'ai exercé ma carrière dans cet établissement, la Maison de Santé Saint-Paul à Saint-Rémy-de-Provence. Et c'était en quelle année que vous avez rejoint l'établissement? Alors, je suis arrivé en 1988 avec une période où la psychiatrie avait commencé à évoluer positivement. Enfin, elle a toujours évolué positivement, les données acquises de la science, hein, c'est quelque chose euh, qui est conjonctural et avec une opportunité et une ouverture, un outil fantastique. Et aujourd'hui, donc, est-ce que vous pourriez nous présenter la situation de votre établissement, ce qu'on y fait, les missions qui sont les vôtres, hein, qui vous recevez? Alors, cet établissement, il a une racine incroyable. C'est un monastère au XIe siècle, avec plusieurs congrégations religieuses qui se sont succédées pour le gérer. Puis, il a été récupéré, réquisitionné à la Révolution, vendu à un psychiatre qui a créé un asile de l'époque, en 1850. Et cet établissement a été redonné à une congrégation religieuse lorsque les descendants, en 1902, en ont fait don à l'Institut Saint-Joseph. Et de ce fait, c'est devenu un établissement qui avait une, un résidu d'habilitation aux soins sous contrainte, c'était le placement volontaire. Hein, j'ai même été le psychiatre qui a participé à la suppression de cette mesure de soins sans consentement. Et c'est devenu une clinique psychiatrique, certes, au QN, mais avec un établissement encore associatif, 1901, et géré depuis quelques années par une association qui s'appelle Vivre et Devenir, qui est très axée sur le handicap à Villepinte, mais qui est étendue sur toute la France et qui gère plus de 50 établissements. Alors, effectivement, il y a une dynamique associative, une dynamique interne, et puis des développements permanents, parce que c'est vivant. Quels sont les patients que vous recevez? Alors, il s'agit d'un choix institutionnel depuis la guerre, puisque l'établissement était mixte, puisque Van Gogh a été là. La préfecture a réquisitionné le service d'hommes pour y mettre les assignés à résidence en 1917. Et ensuite, c'est resté que le service féminin qui a fonctionné, puisque le service d'hommes était désaffecté. Et quand il y a eu les rénovations, il a semblé important aux tutelles et à différentes instances que soient préservés de temps en temps en France des établissements non mixtes. Donc, c'est un établissement réservé au sexe féminin pour le court séjour. Il s'est développé en créant une maison d'accueil spécialisée qui s'appelle la Masse des Iris. Et actuellement, il s'est encore développé avec une équipe mobile de réhabilitation psychosociale, une masse hors les murs, des habitats inclusifs. Et on est en cours de développement probable dans l'année d'installation d'un hôpital de jour. Très bien. Et alors, l'art dans tout ça. Cet établissement a une longue histoire en lien avec Van Gogh. Si vous pouviez nous dire quelques mots à ce propos et comment l'art a trouvé sa place dans l'offre thérapeutique de soins que vous proposez? Alors, je crois que chaque histoire institutionnelle a des racines importantes à non pas exploiter, mais à utiliser. On ne peut pas se déraciner d'une histoire institutionnelle, surtout quand elle est ancienne comme celle-là. Il s'est trouvé qu'à une époque arrive un type qui se dit peintre, il n'a jamais rien vendu de sa vie. Il se nomme Vincent Van Gogh, il a mis la pagaille de partout où il est parti et il est passé. Et il est, au lieu d'être dans une contention, parce qu'il a un placement volontaire, eh bien, le psychiatre de l'époque, pour moi qui est le précurseur de l'art thérapie, le soutient, le laisse peindre, puisque le lendemain de son arrivée, il peint les célèbres iris qui sont au Paul Getty Museum actuellement. Alors effectivement, dans ce terreau, moi j'avais ce professeur Marie Cardine qui, une fois dans notre séminaire, s'était mis en colère parce qu'il y avait un étudiant qui nous étouffait, nous écrasait par ses compétences sur Lacan, et il avait dit qu'il voulait plus cette espèce de domination étudiante d'un seul étudiant, et il avait dit soyez passionné par ce que vous faites, vous pouvez être psychanalyste, vous pouvez être comportementaliste, ce que vous voulez, mais soyez passionné, parce que là, vous pourrez être peut-être des psychiatres convenables. Moi, il y avait que la culture qui avait fait partie de ma vie. J'étais dans j'ai participé à des groupes rock avec des internes et autres personnels étudiants. J'ai créé des ateliers de peinture partout où je passais.
J'ai été un peu dissident, hein, puisqu'il y avait quand même, surtout sur Saint-Étienne, une orientation psychanalytique intéressante avec le professeur le professeur Pelé, pardon, freudien. Hein. Mais j'ai réussi à que ces religieuses qui géraient l'établissement me disent, docteur, écoutez, si vous voulez des espaces, il y en a plein d'emplois qui sont désaffectés, gérez-les, mais entendez qu'on ne pourra pas vous aider financièrement. Et c'est là que ça m'a intéressé parce que Van Gogh avait un rêve, c'est de créer une association d'artistes dans le Midi. Il avait écrit dans une lettre à Théo en mars 88, les artistes ne trouvent pas mieux que de se mettre ensemble, de créer une association afin que le produit de vente garantisse la possibilité d'existence de ses membres. Et je me suis dit, on peut effectivement répondre à ce rêve avec cet outil et créer une association à qui il fallait un nom. Valetudo, il y avait une déesse de la santé à côté de la cité gallo-romaine qui est à 200 mètres de l'établissement. L'association est née en 1995 et comme ça, on a créé une association intermédiaire. Et c'est vrai qu'actuellement, quand on voit tous les ateliers d'art-thérapie qui existent, il y en a plusieurs formes de statuts. Les art-thérapeutes peuvent être en convention, salariés par l'établissement, ça peut être des artistes pairs qui viennent, ça peut être des artistes tout court. Là, c'est une association intermédiaire, hybride, une étape de réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire que les patients vont venir en étant membres d'une association qu'ils co-gèrent. Hein, on est certes quelques bénévoles de l'établissement comme administrateurs pour les aider, parce que pour chercher les finances, c'est difficile quand on est patient. Et de ce fait, eh bien, le patient qui est hospitalisé, il sort de l'établissement, il va dans cette association qui est hors l'unité, mais dans l'institution, et le patient extérieur, depuis des années, une équivalence d'alternative à l'hospitalisation, comme un hôpital de jour, et bien, depuis 1995, il y a certains jours qui sont strictement réservés aux anciens hospitalisés, aux membres de l'association. Alors, c'est vrai qu'on parle d'art-thérapie, mais j'utiliserai volontiers ce terme d'art et la culture dans le soin, hein, puisque l'art-thérapie, très souvent, est limitée dans la pensée à la peinture, à l'art pictural. Non, le théâtre est aussi important. Vous avez vu dans le groupe d'art-thérapie, l'olfactothérapie en revient souvent. Il y a l'écriture, la musique, le chant, le cinéma, puisqu'ici on a réussi à avoir des demandes intéressantes. À deux reprises, deux réalisateurs me demandent si je suis d'accord qu'on tourne un film. Il s'agit de Bruno Dumont, hein, qui veut tourner un film avec Juliette Binoche sur Camille Claudel 1915. Je dis oui, moi je peux faire l'effort de déranger l'unité avec le cinéma au milieu, mais il y a une condition. Ah bon, c'est quoi la condition? Mais c'est très simple, c'est que les patients et le personnel soient figurants. Et on a été pendant 3 mois avec Juliette Binoche. Ça a recommencé avec Schnabel, qui était un copain de Basquiat, et qui veut tourner en 2017 un biopic sur Van Gogh. Je lui dis la même chose. Van Gogh va être joué par William Dafoe. Et dans le film, eh ben, nous sommes figurants avec les patients et aussi les résidents de la masse. La masse dont je vous ai parlé, chaque fois intéresse les réalisateurs avec ces précautions qui sont institutionnellement prises avec attention, le droit de l'image, l'engagement, le respect. Et là, on a terminé, ça paraît fou, mais quand même en 2019, le film qui s'appelle At Eternity's Gate, qui n'est pas connu par tout le monde parce qu'il a été en exclusivité sur Netflix, a été quand même dans les 5 nominés aux Oscars d'Hollywood. Ouh. Cette année-là, c'est tout ce qui tourne autour d'un homme que j'admire aussi, malheureusement, qui est parti, c'était Freddie Mercury et ses Bohemian Rhapsody. Donc Ah, l'interprétation, d'accord. meilleure musique, ils ont tout raflé. Mais un certain chanteur qui s'appelle Obispo, qui nous a cités dans Taratata, dans Télématin et autres. Là, on a un projet, nous avons un projet avec lui pour la fin d'année parce qu'il a été très sensible à cette rencontre avec cet atelier d'art-thérapie et on va faire un projet commun pour la fin d'année. Après, il y a des hôpitaux. On a eu une époque, on avait Amanda Lear comme marraine. D'autres hôpitaux ont des références. Hein. Sainte-Anne a par exemple Garouste. Alors concrètement, les personnes qui sont hospitalisées ou peuvent assister à ces ateliers, c'est une offre d'ateliers de peinture ou d'art en général qui leur sont proposés et auxquels ils peuvent librement participer. Quelles sont les règles qui s'appliquent et quelle est l'offre proposée concrètement et comment l'art peut-il soigner en psychiatrie? C'est ça la question. Puis, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de façons différentes. Donc là, c'est une association autonome, mais qui a un règlement intérieur
à savoir que les professionnels qui interviennent dedans sont soit des professionnels diplômés, les deux art thérapeutes qui interviennent, la psychologue, moi-même, la secrétaire médicale, ce sont des gens qui ont ce parcours de soignants. Et les patients ou les artistes ou les usagers, eh bien, ils sont au départ effectivement dans la période aiguë puisqu'ils sont hospitalisés, mais quand ils viennent en externe, après, ils se créent une association et un tissu vivant, encore une fois, dans lesquels eh ben, ils s'entretiennent, ils se soutiennent, ils s'accompagnent. Et si on veut être simple, on va dire des objectifs de revalorisation narcissique. Hein. Je crois que je vois rien et je m'aperçois que, un, je peux peindre, deux, on me dit que je peux exposer, parce que justement, dans cet accord interne, le cloître classé roman qui est au milieu de l'établissement est un bijou provençal. Et énormément de gens aimeraient exposer. Et ce garde-fou que j'ai réussi à obtenir avec la pensée soignante fait que personne ne peut venir avec son copain, gestionnaire ou autre. Non, c'est la galerie qui est réservée aux usagers de l'association Valetudo. C'est Donc, ça. Vous avez une galerie qui permet de vendre les œuvres créées par ceux qui participent à cette association et qui peignent lors de ces ateliers. tout à fait. Alors c'est vrai qu'après, on entend que des ateliers ont des précautions de vendre, des ateliers d'art-thérapie ont des préoccupations à se demander si on peut vendre des œuvres. Mais c'est là où je dis, là on n'est plus une association d'art-thérapie au sens strict, c'est-à-dire que c'est pas une feuille de dossier médical confidentiel, c'est pas une feuille qui peut pas être vendue, c'est un accord qui dit que nous, pour nous simplifier la vie, un double engagement, les patients, les usagers ou les membres de Valetudo s'engagent à laisser leur tableau au moins un an, parce que gérer les tableaux, c'est pas simple si on veut le faire comme il faut pas qu'ils s'en perdent. Il y a la valeur, il y a le respect de l'œuvre. Et donc, ça, c'est l'engagement du peintre qui dit je laisse l'œuvre. Et nous, de notre côté, on fait tout ce qu'on peut pour en faire la promotion, la vente, s'ils sont d'accord. Parce que certains ne veulent pas vendre et on respecte. Alors, ces tableaux, ben, ils sont exposés non seulement ici, donc utiliser l'histoire du site dont le cloîtrement et la chambre de Van Gogh et puis le développement de l'asile fait que maintenant il y a 80 000 visiteurs par an qui viennent. Hein. Et ensuite on expose de partout. Moi récemment, cette année, les tableaux ont été exposés à Amsterdam. L'année passée, ils étaient certains, ou non, c'était il y a 2 ans au British Museum à Londres. J'ai réussi à avoir une exposition de tableaux à côté d'une exposition de Van Gogh. Il y avait 123 originaux que le jour du vernissage, hein, mais c'était déjà ça. Et cette année, non, 2024, j'ai réussi à ce qu'on expose au Paul Getty Museum à côté des Iris. Voilà, c'est des opportunités de vie qui font que c'est cette dynamique-là qui donne de la revalorisation aussi. Il y a des critères pour pouvoir participer à ces ateliers d'art pour les patients ou pas? Vous êtes exigeant à l'entrée ou vous prenez toutes les personnes qui expriment le désir de Voilà, vouloir peindre? c'est la liberté, vous le dites, hein, et le respect. C'est-à-dire que si on regarde en général sur un pourcentage de patientes hospitalisées dans les unités de court séjour Saint-Paul et Van Gogh de l'établissement, on va avoir entre 50, suivant les périodes, et 70% qui vont aller dans les ateliers. Hein. Ah Euh, oui. Est-ce qu'il y a un cursus particulier, un parcours, c'est-à-dire on rentre, il y a un certain nombre de séances, on en ressort, ou est-ce que les gens viennent et participent le temps qu'ils le souhaitent? Alors, il y a les deux. Effectivement, lorsque chaque patient hospitalisé a un projet de soins individualisé, un programme thérapeutique individualisé, dans lequel il peut y avoir en plus un programme d'éducation thérapeutique hein, que nous avons validé dans les états dépressifs résistants et récurrents, pas dans, effectivement, il peut y avoir ces séances qui sont programmées, qui ont une coloration, une réalisation différente. Déjà, il y a deux art thérapeutes, c'est deux personnalités complémentaires. Ensuite, dans les deux, il y en a certaines une des deux qui pratique des séances avec des exercices, enfin, c'est pas des exercices, c'est des soins, un programme de soins spécifique avec une méthodologie qu'on apprend dans ces. En plus, elle est enseignante dans l'école d'art-thérapie d'art dont je vous ai parlé. Et puis ensuite, des ateliers libres, parce que ça aussi, c'est intéressant. Et puis, il peut y avoir des prises en charge individuelles. Il peut y avoir des personnes qu'on commence à sensibiliser dans la chambre, dans le salon, dans le parc, parce qu'il y a un parc et un environnement à Saint-Rémy exceptionnel. Et ensuite, dans l'atelier. Et puis, dans ces sorties thérapeutiques. Je sais que il nous arrive quand il y a, par exemple,
on a un partenariat avec un agriculteur qui a des camélias. On va peindre tous les ans dans son champ camélias lorsqu'ils sont en fleurs. Et la même chose pour les iris et autres. Les patients, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Comment ça les soigne? Ben, on pourrait écrire un livre, hein, mais moi je dirais simple, la revalorisation narcissique, je vous ai expliqué tout à l'heure. Je crois que je vaux rien, puis je m'aperçois que je peux peindre, que je peux exposer, que je peux vendre, je peux voyager avec mon œuvre. Et puis je sais me détacher aussi. Enfin, il y en a une page, hein. Il y a la dynamique collective, hein, ça aussi c'est très important. Et puis il y a la réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire la restitution du lien social. Parce qu'un atelier de ce type, enfin, si vous avez connu, moi j'en ai connu puisque j'ai toujours traîné dans des écoles d'art, on y fait des amis avec un lien commun, enfin un support, un objet transitionnel que l'on partage. Et ensuite, elles se reçoivent, les personnes, elles voyagent ensemble. Là, on en a une actuellement qui est venue combien d'années nous aider parce qu'elle a des moments difficiles. C'est une Arlésienne qui est dans les célébrités de tenue parce que c'est très ritualisé, hein, la tenue d'Arlésienne. Bon, la pauvre, là, il y a 15 jours, un arbre vient tomber sur son garage, mais c'est catastrophique parce que on ne peut pas y accéder, ça prend la pluie et l'eau va pourrir des vêtements d'Arlésiens qui valent une fortune. Elles se sont solidarisées. On va essayer d'y aller ce week-end. Alors, un coup, c'est parce que c'est une sortie thérapeutique, un coup, c'est Valetudo qui y va. C'est pas les restos du cœur, mais il y a quelque chose qui est du registre du soutien du cœur. Ça, c'est vrai aussi. Et l'espace d'exposition où vous montrez les œuvres, hein, donc, est ouvert à tout le public, hein, qui peuvent le visiter le week-end, toute la semaine. Et du coup, c'est une ouverture sur la société intéressante. Complètement. On est dans le vécu du parcours de l'artiste, de sa création à l'exposition. Alors, ce qui est très intéressant dans ce site, c'est que ces touristes qui passent, c'est quand même un lieu où les patients sont en permanence aussi, que ce soit les hospitalisés ou les anciens qui viennent voir leur tableau et montrer le tableau de leur copine. Et ils discutent avec les patients. Ah, c'est un lieu de mélange alors, vraiment. Surtout que là, on va créer un salon thérapeutique qui va être l'espace noble juste avant le cloître. Et il devrait y avoir des rencontres fabuleuses entre le personnel, les soignants, les soignés, les résidents, les touristes et le milieu de la culture. Alors, après, qu'est-ce qui fait que ça devient thérapeutique? Bien évidemment, dans le monde, on trouve maintenant des évaluations, hein, qui ont été faites. Je sais que là, par exemple, il y a quelque chose qui est en train de se développer par lequel je suis intéressé, c'est la muséothérapie. Alors, il ne faut pas qu'on parle comme la serpillothérapie, mais c'est vrai que nous-mêmes, pourquoi on a aussi des émotions, il se passe quelque chose dans notre cerveau quand on va voir la Joconde ou même des œuvres moins importantes, il y a bien quelque chose qui se passe aussi dans le cerveau. Donc, quand on a un site pareil, on a un musée, on a une galerie, on a un cloître roman, on a créé des ateliers d'accompagnement avec thérapeutique, avec des évaluations avant la séance et après la séance sur ce qui se passe. Mais ça, c'est la psychologue qui le travaille. Ensuite, l'évaluation, moi, je sais que c'est important, on en fait de temps en temps, mais je ne veux pas être un obsessionnel de l'évaluation, parce que la création, la peinture, c'est aussi quelque chose d'un instant, hein, avec une trace. La différence avec la musique, c'est un instant partagé, mais elle s'envole, ou la danse. La peinture, il y a une trace dans le temps. Donc moi, je pense que c'est très important que cette évaluation se fasse, parce qu'après, j'ai aussi des objectifs que j'espère beaucoup ont, c'est que on parle de ce qui s'y passe de cette façon, mais pour moi, la force et l'intérêt de l'art-thérapie ou de l'art et de la culture dans le soin ne fait aucun doute. Et il faut qu'on arrive, si possible, à comment dire, le faire valider. Alors là, je vais vous donner une anecdote. Il y a dans l'établissement une statue de Van Gogh créée par Zadkine, qui est un sculpteur cubiste qui a son musée à Paris, rue d'Assas, en face du palais du Jardin du Luxembourg. Quand cette statue a été retrouvée 20 ans après, qui est une œuvre d'art, hein, majeure, hein, ils ont voulu la remettre ici, elle a été accompagnée par un gars d'Interpol et qui m'a dit, ça, ce que vous faites, c'est de l'art-thérapie, c'est de la vraie art-thérapie. Je dis, tiens, alors là, c'était déjà il y a 15 ans.
Ah ben, je lui dis, ben, moi, c'est comme si moi, je vous disais, vous êtes un vrai policier, d'où ça vient? Et bien, il me dit, parce que nous, on est en train de chercher, on a un problème avec l'art-thérapie, et là, vous, la vôtre est ouverte, c'est pour ça que j'appelle qu'elle est vraie, c'est que après que la psychothérapie était un piège oui, pour délinquants, enfin, pour détournants, vous savez, abuseurs, pour les stages dans le Larzac où on allait se retirer, et des psychothérapeutes qui étaient enfin infiltrés par les sectes, hein. Eh bien, il se trouve que depuis la loi Accoyer, qui a légiféré sur la psychothérapie, il faut être psychanalyste ou psychiatre ou être généraliste, eh bien, l'art-thérapie est en train de se faire infiltrer par les sectes. Donc, je me disais, tiens, si on redéfinissait que pour être art-thérapeute, il faut avoir un diplôme validé, et le top du top, ça serait que dans les grilles des cours séjours, ça soit imposé. Comme il faut des psychologues, il faut des assistantes sociales, il faudrait. Parce qu'actuellement, vous savez, il faut que ce soit les établissements qui veulent bien le faire. Et en art-thérapie, il y a des diplômes de référence? Voilà, moi je pense que effectivement, c'est comme, je le sens comme ça. Je préfère que les art thérapeutes, les musicothérapeutes savent jouer de la musique, que les gens qui font du théâtre sachent être sur scène et de la danse aussi, mais de la danse culturelle de l'époque et dans la culture dans laquelle on est. Donc pour moi, ça c'est un élément, mais c'est pas moi qui contrôle ou qui évalue les écoles d'art thérapie. Alors il y a de tout, hein. Sur notre zone, là, on a deux écoles qui sont référentes et appréciées par les établissements psychiatriques quand les art thérapeutes viennent de ces écoles. Par exemple, l'IRFAT ou Profac. Il y en a une qui est sur Avignon, l'autre sur Arles. Bon, maintenant, il y en a une qui dit que c'est plus de l'art-thérapie, c'est de l'art-thérapie contemporaine. Voilà, pourquoi pas. Et après, il y a des facultés, hein. Il y a Tours, il y a Paris, où là, vous avez des diplômes d'université. Est-ce qu'il y a des études, même à l'international, qui existeraient et qui valideraient l'intérêt de l'art-thérapie, notamment dans le domaine de la psychiatrie? Oui, je les ai pas là, mais je sais que quand le professeur Lançon avait dit au début si on pouvait apporter à sa banque de données des études ou des références intéressantes, je suis à la Sainte-Anne à Paris, où il y a une bibliothèque assez extraordinaire et l'accès à des documents et des soutiens par les personnels de cette bibliothèque qui ont été remarquables. Et on trouve des études que je ne peux pas vous citer là, mais qu'on pourrait mettre en annexe, hein, et qui sont effectivement euh, comme un petit peu l'activité physique. On a démontré que l'activité physique et on a démontré que l'activité. Alors ça, c'est le troisième élément. Je vous ai dit le diplôme validant et pour qu'on puisse plus utiliser ce terme n'importe comment. Deuxièmement, que les établissements puissent en avoir. Et le troisième élément qui serait important, c'est qu'on puisse le prescrire, c'est-à-dire prescrire comme il y a les prescriptions d'activité physique adaptée, ça serait bien si on pouvait avoir des prescriptions d'activités culturelles adaptées. Ça sera peut-être un jour Le le, Graal. le fruit des travaux que fait le professeur Lançon, qui effectivement nous soutient de façon remarquable. La question des droits, donc les droits appartiennent aux patients. Alors, ça, c'est vrai que je sais que j'avais travaillé avec René Pandelon, qui est un psychiatre de Montfavet à Avignon, près d'Avignon, et on avait fait un travail il y a quelques années. Je lui avais dit, je crois bien qu'on fait n'importe quoi. J'avais été en contact avec une juriste qui avait un DEA de la propriété intellectuelle, et du coup, on avait présenté quelque chose. Et quand là, on a fait ce groupe-là de recherche sur l'art-thérapie dans le CRSMP, de la RSPACA, moi, j'ai dit, bah, on va faire des sous-groupes et chacun va traiter de sien et je vais reprendre mon travail sur l'art-thérapie et sur la propriété intellectuelle. Et j'ai retrouvé un congrès qui a été réalisé il y a quelques années extraordinaire et qui fait que, je vais faire court, mais quand même, il y a l'œuvre individuelle, l'œuvre collective. Dès que vous mettez sur un mur, dans un établissement, trois patients, trois soignants qui dessinent dessus, ben, c'est une œuvre collective à qui elle appartient. Alors, le mur appartient à l'hôpital, mais le jour où vous avez Garouste hospitalisé, il est en train de laisser son, son patrimoine sur le mur, il va dire, je m'en fous, je le donne. Mais il se trouve que juridiquement, le patient qui a peint avec lui a la moitié de la valeur de l'œuvre, parce que c'est une œuvre collective. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et c'est vrai que, par exemple, on a la mauvaise habitude de vouloir montrer que ça fonctionne bien et on met des tableaux des malades dans tous les couloirs, des usagers, pardon. Et ça, c'est pas bon. Avant de faire, il faut demander l'autorisation, il faut l'écrire, il faut la tracer.
Donc, c'est très important de se repositionner avec des règlements intérieurs. Et ces règlements intérieurs disent, voilà, est-ce que vous êtes d'accord qu'on expose? Est-ce que vous êtes d'accord que cette œuvre elle soit justement exposée ailleurs, comme je vous ai dit tout. Il faut être, il faut approfondir la propriété intellectuelle parce que ce soit quelqu'un qui a une tutelle, c'est-à-dire qui a un déficit important, ou un malade dépressif, psychotique, qui à un moment donné est confus, etc., à partir du moment où il crée quelque chose, il devient auteur et il doit lui être appliqué les droits de la propriété intellectuelle des auteurs. Et ça, c'est important. Est-ce que l'art-thérapie est adaptée à tous les usagers de la psychiatrie? Parce que l'art-thérapie ou l'art et la culture dans le soin peut s'appliquer à tout le monde. La question, c'est comme si on disait, c'est pas un médicament, mais c'est un soin non médicamenteux. C'est un soin Hein, non puisque là, je reviens, j'ai trouvé dans santé mentale déprescrire. Je pense qu'on peut avoir ces objectifs, mais on déprescrit des médicaments, mais on prescrit autre chose. Ou alors on le laisse libre, parce que ça aussi, c'est comme l'art-thérapie, l'ergothérapie, ça peut se prescrire. Et, et, euh, et donc, de ce fait, être dans ce complément et s'adapter à l'état clinique. Et là, je pense qu'on peut aller même plus loin, parce que, vous voyez, vous parlez de diagnostic, mais on le sait, déjà l'art-thérapie peut s'appliquer en pédopsychiatrie, elle s'applique dans beaucoup d'endroits. Elle peut s'appliquer dans les services de gérontopsychiatrie aussi, et les EHPAD. Et là, je pense que peut-être qu'on a trouvé, je me suis posé la question et j'ai proposé que si quelqu'un a des coordonnées de quelqu'un qui a travaillé sur l'art et la culture dans la phase terminale de vie, je veux créer un sous-groupe là-dessus.